Marhaba bikoum, deuxième partie donc de cette émission Microscope. Comme d'habitude, chaque dimanche, on va revenir sur les thèmes qui ont marqué l'actualité nationale algérienne, mais aussi on va revenir aussi ce qui a été marqué aussi cette semaine par ce qui s'est passé au Venezuela. Et avec nos invités, on va essayer de comprendre donc quel parallèle il y a entre la situation en Algérie et la situation au Venezuela. J'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir, dans cette deuxième partie, Liège Jubaili qui est avec nous depuis Paris, économiste et militant politique. Il est avec nous donc via Skype. Liège Jubaili, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, merci beaucoup Nasser pour l'invitation et tous mes salutations la plus chaleureuse au team El Magharibiya et surtout à nos auditeurs qui nous suivent et vos invités bien sûr. Avec ça, merci pour l'invitation. Marhaba bik, Khouya. C'est une bonne mine en tous les cas après les vacances. Je vous souhaite une très bonne année puisque on n'a pas eu on n'a pas eu l'occasion d'échanger. On a aussi le plaisir avec nous d'avoir ce soir avec nous Nazim Taleb, qui est membre du secrétaire de Rached. Il est avec nous aussi depuis Paris. Nazim Taleb, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Bonsoir à toute l'équipe Magharibiya, vos invités et surtout bonne année à tout le monde et particulièrement à vos téléspectateurs. Merci beaucoup Nazim. Yatik Saha. Et bien sûr, Djihad Halimi qui est avec nous depuis dans la première partie de cette émission. Et toujours avec nous depuis Montréal, militant politique. Djihad Halimi, merci beaucoup. Marhaba bik dans cette deuxième partie. Un plaisir. Merci. D'abord, on va revenir sur le discours du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, adressé donc aux députés et aussi membres du Conseil de la Nation, de chambre. On va l'écouter dans ce petit clip et je reviendrai à mes invités juste après. بعض الناس يقول لك لا ما تغير والو كيف ما تغير والو صاحبي تغير والو بالك على جيبك في نقاشاتهم وفي تدخلاتهم ورانا داخلين في حيط اقتصادنا مشى الله لا يرجعك على الحيط كاع تفضل وين وصلنا هذو الجزائريين هذو خدمة أمهم العكرية راني نفرغ شوية في قلبي لأن بزاف الله غالب يعني خلقهم ربي هكاك ما ندير لهم تايا من تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء يعني سلبيين ويبقوا سلبيين وممكن براسهم الأرقام تاعنا مراقبة قلت لكم بالمجهر يا ريت يصيبوا علينا كذبة تخرج في كل الجرايد في العالم. جهاد حليمي خلينا نبداو بك سي سي بوسيبل يعني تبون dans ce passage يقول راني نفرغ على قلبي bien sûr il s'est attaqué à ceux qui critiquent son bilan la situation de notre pays à tous les niveaux qu'elle soit économique sociale mais aussi politique. J'aimerais avoir votre aperçu par rapport donc à ce passage, mais aussi à une réalité que peut-être pour beaucoup d'Algériens ne partagent pas le bilan d'Abdelmadjid Tebboune. Pour rappeler, Abdelmadjid Tebboune, c'est quelqu'un qui disait à Louisa Hanoun qui recevait des mauvais chiffres, des gens qui sont sous sa direction. Donc, on lui donne une mauvaise image ou de ce qui se passe de l'économie. Donc ça, il faut dire ça. Il faut dire aussi que Abdelmadjid Tebboune, c'est la même personne que pendant le règne de Bouteflika, il disait que tout va bien, puis grâce à la lucidité et la responsabilité de Bouteflika, que l'Algérie allait bien. Puis il faut dire aussi que en tant qu'Algérien, j'aurais bien aimé être indifférent par rapport à ce qui se passe en Algérie. J'aurais bien aimé, honnêtement, parce que c'est fatigant d'être au courant de ce qui se passe, c'est fatigant d'être conscient des dangers qui guettent notre pays, et c'est pas par plaisir qu'on critique ce qui se passe en Algérie. J'aurais bien aimé être l'un des passagers dans l'autocar de Abdelmadjid Tebboune, puis célébrer 1, 2, 3, vive l'Algérie jusqu'à ce que Dieu prend Idi Amen, comme on dit بالعربية.
Malheureusement, on n'est pas comme ça. On a une responsabilité. Il faut dire les choses telles qu'on les voit. Peut-être que c'est pas la vérité, mais tous les indicateurs indiquent que l'Algérie va vers un mur, malheureusement, avec ce régime-là. Euh, et c'est vraiment pas beau à voir. Et on fait pas ça par plaisir. On fait ça par obligation morale. Une fois que tu te rends compte de l'état du pays, de la direction qu'a pris le pays, t'as pas le choix, sauf de dire de quoi il s'agit. Très bien, restez avec nous. Djihad Halim, Ilyas Djubaili, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ce clip qu'on vient juste de faire passer du chef de l'État, Majid Tebboune. Mais d'abord, on va l'écouter aussi dans un autre clip parler du pouvoir d'achat. Beaucoup d'Algériens n'arrivent pas, bien sûr, à cerner ce discours dans la réalité de tous les jours. On va écouter Majid Tebboune. القدرة الشرائية محمية نوعا ما لأن بالتوازي مع رفع الأجور ورفع المنح والعلاوات يعني دايرين حراسة خاصة على الأسعار بالأخص الأسعار تاع المواد الغذائية الأساسية واللي يمسها راكم شفتوا واش صرا لهم لأن مع الأسف فيه طفيليين C'est une déformation mentale وما تكون فيه امتيازات تمنح للشعب يلفوا عليها ويشوفوا كيفاش يستغلوها بغات منحة سفر ولا منحة كذا ولا منحة كذا ولكن تدريجيا احنا بنفسنا تدريجيا رانا نحاول نصلح الشيء اللي عوجوه Ilyas Djubaili, يعني sur ce discours, bien sûr, le chef de l'État a parlé des sanctions contre les يعني الناس اللي قال هو راهو يلعبوا بالقوت تاع الجزائريين. Mais une réalité que beaucoup d'Algériens n'arrivent pas à comprendre, puisque le 1er janvier même, on a vu cette hausse sur les carburants, pardon, l'essence, le diesel, mais aussi le GPL. On a vu aussi ce projet de loi concernant le code de la route, donc un mouvement de transporteurs qui était initié. Et on comprenait que l'année commençait avec un malaise social, entre un discours qui était idyllique et une réalité qui était tout autre. Ilyas Djubaili. Tout d'abord, Nasser, moi je l'ai toujours dit sur le Magharibi et d'autres médias, le président Tebboune, en fait, c'est un président atypique. C'est un président atypique et qui ne remplit pas sa fonction présidentielle en tant que tel, finalement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'il n'est pas cohérent même dans sa façon de parler. Moi, je l'ai écouté, d'ailleurs, le Figaro du 14 décembre 2025, du 14 décembre, ils ont relevé certaines incohérences. Quand il dit que, je ne sais pas, on sera 50 millions, mais on sera 50 millions dans 2 ou 3, 4 ans, avec une démographie aussi importante, il dit qu'il faut accélérer les réformes. Mais jusqu'à maintenant, les réformes n'ont pas été faites. Ce n'est pas parce qu'on va se diriger avec une démographie de 50 millions d'habitants qu'il faut construire les logements. Il faut que ça soit proportionnel. Mais ça, il faut un plan prospectif d'anticipation. C'est quelqu'un qui est débite des incohérences. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ses conseillers? Mais il n'est jamais dans une phase de timing avec le peuple. Et parce qu'il ne comprend pas finalement ce peuple. Parce que quand il dit mais tu vas mettre 50 000 contrôleurs, il faut ce qu'on appelle une veille commerciale, une veille économique. Quand il y a des maladies qui dans des pays, des pandémies, ils disent une veille sanitaire. Est-ce qu'on a une veille commerciale? On a une veille économique, on ne l'a pas. Donc, en fait, il est là. Je ne sais pas si je me permets peut-être un petit écart de langage, tout simplement. Il sait que la réalité elle est tout autre. La réalité du pays elle est tout autre. Je rejoins Djihad quand il dit qu'on va se diriger vers le mur. On ne peut pas financer tout ça. Est-ce que je vous comment vous financez les dépenses؟ واش يهضر الاجور والاجور كش ما قال فرص اعمال
il faut créer de l'emploi au jour. Mais comment vous allez financer tout ceci? L'inflation, elle va revenir tôt ou tard avec ce qui se passe au Venezuela. Donc, le baril du pétrole va descendre parce qu'il y aura de l'offre. Il y aura le contrôle sur certains champs. Forcément, les Américains vont faire en sorte de faire descendre le baril. Ils s'en fichent ce qui se passe au pays du Golfe parce qu'ils ont tout prêt. Une réserve de 303 milliards de dollars. Mais est-ce qu'il y a une anticipation? Est-ce qu'il anticipe? Il fait partie de Bouteflika. Il aurait dû apprendre un peu ce qui s'est passé avec Bouteflika. Parce que Bouteflika était dans une aisance financière quand le baril était à 140 $, quand la situation géostratégique du monde était satisfaisante. Là, oui, dans le dur. Mais dans le dur, il débite encore des mensonges. Les 25 milliards de produits issus de l'agroalimentaire, le dessalement de l'eau, que l'Algérie fait partie du G20. Mais longue vie, hein, humainement parlant. Mais lui, il part, mais les discours restent. Il ne respecte pas son peuple. Je pense, mais il ne respecte pas son peuple. الشعب الجزائري quand même, شعب واعي عنده une conscience. الشعب الجزائري ربح معركة الوعي en 2019, ça y est. معركة الوعي ما تعقبهاش على الشعب الجزائري parce qu'il a compris qu'il faut un changement. Le changement, c'est pas on change Bouteflika Allah yarhamou par lui. C'est tout le système. C'est la façon de gérer l'Algérie. C'est une façon comment projeter notre pays vers l'avenir. Comment préparer un plan de travail prospectif l'Ouatan. On a 70% de jeunes, ils disent au jour, 70% de jeunes, le haraga et tout, il faut leur offrir des opportunités de travail. Mais comment vous allez financer encore les déficits budgétaires, encore avec... Est-ce que vous vous rendez compte? On n'est jamais arrivé à l'équilibre d'un budget, tout le temps en déficit. Même à l'équilibre, on ne peut pas. 64 milliards de déficit, Rarj Bilet, c'est une faillite. Je veux dire, même dans un pays comme le nôtre, c'est un État-providence, si vraiment on était un État-providence, je dis quelques petites centimes ou des dinars pour paralyser tout le transport routier qui représente le poumon économique du pays. Parce que le fret ferroviaire, nul, c'est une faillite totale. Le fret maritime, nul. On n'a rien fait. Le fret aérien, des cargos de transport, il ne reste que le fret routier. Même le fret routier. Il faut les villages, le rural, parce qu'il y a des zones rurales qui sont reculées. Donc, est-ce qu'il y a une communication? On ne peut pas augmenter. Quand on augmente, il faut savoir mettre ça dans un budget, dans un support de charge. Voilà. Restez avec nous, Lias Djbaili. Nazim Taleb. Quand Djihad Halimi dit qu'il y a des dangers qui guettent notre pays, sur le plan intérieur, le plan extérieur aussi, quand on parle de ce mouvement qui a été initié par les mouvements de grève, qui a été initié par les transporteurs, un signe de malaise social. Il y a eu des 1er janvier donc, la hausse des carburants. Les Algériens étaient choqués de voir donc, cette hausse. Quelles sont les répercussions en termes économiques, en termes de stabilité aussi sociale, Nazim Taleb? Alors que peut-être ceux qui critiquent ce mouvement, ils vous diront, c'est quoi? Ces augmentations ne représentent rien. 1 dinar 50, 1 dinar 60 peut-être, 2 dinars. Ils ne représentent rien pour la poche des Algériens. Nazim Taleb. Bon, moi, je rejoins globalement ce qui a été dit par rapport au discours de Tebboune, donc je ne vais pas revenir dessus parce que on s'est quand même habitué à ce que ça soit un tas de mensonges et facilement vérifiables. Hein. Donc, je ne sais pas, à titre d'exemple, le taux d'industrialisation 10%, alors que l'ONS lui-même avoue qu'on est à 4,95%, et encore, hein, si vous rajoutez l'industrie chimique et pétrochimique, hein, on peine à arriver à 5%. Le taux de couverture des besoins pharmaceutiques, on est à, d'après M. Tebboune, 82%, alors qu'on est à 30%.
sachant que sur les 30% qu'on produit, 90% c'est des intrants importés. Bon, bref, donc je ne vais pas revenir sur des chiffres qui sont complètement fantaisistes. Bon, le transport, comme tout pays, et l'Algérie n'y échappe pas, ça a un impact direct sur tout. Donc, quand vous rajoutez un centime ou un dinar, alors peut-être pour un ministre, c'est rien, mais pour un transporteur qui fait l'Est, Est, Ouest, Nord, Sud, je sais pas, par exemple, le gasoil, il a augmenté de 30%, le diesel, je crois qu'il est à 35 dinars, l'essence, il est à 42 dinars, donc c'est des augmentations quand même de 5-6%. Allez, on va dire 6%, bah 6%, c'est énorme. Quand le gouvernement se targue de dire que l'inflation elle est de 2% et que vous augmentez un produit essentiel comme l'essence, le diesel et le gasoil de 7%, je crois que c'est 7% et le gasoil 30%, c'est énorme. Et surtout, il faut quand même bien souligner que ces augmentations n'étaient même pas prévues dans la loi de finances, c'est-à-dire que c'est des augmentations qui sont illégales. Normalement, c'est des augmentations qui ne doivent pas être qui doivent être retoqués par normalement le Conseil constitutionnel, parce que normalement, comme c'est des prix régulés, doivent faire l'objet d'une loi de finances et d'un décret d'application. C'est ni l'un ni l'autre. Chacun découvre le 1er janvier à la pompe ce qui va devenir de lui. Encore une fois, on est dans le déni de l'État dont ils se targuent, c'est-à-dire qu'ils appliquent même pas eux-mêmes ni la Constitution, ni les lois, ni les décrets, ni voilà, on fait. L'Algérie, encore une fois, et tout le monde le dit, elle est gérée au jour le jour. Elle n'est pas gérée comme un État. C'est géré comme une épicerie. Voilà. Vous avez, je sais pas, votre fournisseur vous annonce une augmentation de la pomme de terre, vous la répercutez le lendemain. Vous n'avez aucune vision, vous n'avez aucune visibilité, vous avez aucune. Rien n'est planifié pour dire où est-ce que l'Algérie, où est-ce qu'on veut aller. Quels sont nos moyens et comment on va y aller? Aujourd'hui, l'Algérie, elle est gérée par le mensonge, gouvernée par un État militaire incompétent, qui va effectivement, et je rejoins même Tebboune, ben oui, mais ça fait des années qu'on va vers le Hayt, à grande vitesse même, à grande vitesse. Mais Tebboune, il a critiqué ceux qui disent il a critiqué Nazi. Bien sûr qu'il va critiquer, parce que mais s'il le critique, c'est qu'il l'entend déjà. Absolument. C'est qu'il entend qu'il y a des gens qui disent que l'Algérie va vers le mur. Mais quand on se fie à ce que Louisa Hannoun disant que M. Tebboune, on lui donne de mauvais chiffres et qu'il l'avoue lui-même qu'on lui donne des mauvais chiffres, c'est juste que finalement, il avoue qu'on va rentrer dans un mur, mais comme c'est un discours fleuve devant les deux chambres, on va dire que non, il y a des gens qui disent ça. Mais en réalité, s'il le dit, s'il l'énonce même, ça veut dire que, grosso modo, au moins il l'a entendu. Et Tebboune, il n'est pas bête. Il a quand même, il fait partie du Sérail depuis 68. Il sait comment l'Algérie sous Bouteflika a été dirigée. Il a lui-même dirigé des ministères. Il sait que il y a la corruption. Et lui-même, il est corrompu, notamment dans l'affaire de Khalifa, notamment dans l'affaire quand il était ministre du Logement. Ses enfants sont corrompus par l'aveu même de la justice. Bon, bien sûr, suite à son élection comme président, comme par hasard, son fils sort de prison. Donc, c'est pas nous qui le disons, c'est la justice algérienne qui le dit. Tous les ministres qu'il a côtoyés, Sellal, Ouihya, Bedoui, sont en prison. Donc, bien sûr qu'ils savent très bien que l'Algérie, elle est en prison. Sauf que M. Tebboune, il vit dans un autre monde. Il vit pas avec les Algériens. Quand il dit, par exemple, Tinzawatin n'a rien de différent avec Hedra, ben il a qu'à vivre à Tinzawatin, Monsieur le Président, et il verra qu'il y a une grosse différence. Même à Alger, il verra qu'il y a une grosse différence entre Hedra ou la Club des Pins ou je ne sais quel autre quartier chic d'Alger et les quartiers populaires de Bab-el-Oued, El Harrach, Belfort et Bir Khadem. Et ils vont voir la différence, que les gens galèrent pour le transport, que les gens galèrent pour s'alimenter correctement, etc. Donc, bien sûr qu'au fond de lui, il sait qu'on va aller vers un mur. Il le sait.
Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Djihad Halimi, sur cette situation difficile que vous avez décrite concernant donc la situation intérieure du pays du pays à tous les niveaux, qu'elle soit sociale, économique, mais aussi politique. Une fermeture politique inédite, une fermeture aussi en termes de médias, médiatiques. Et bien sûr, on a vu les lois qui ont été passées. On a parlé dans la première partie, la loi sur la déchéance de la nationalité, ce projet de loi de code de la route qui a poussé les transporteurs aussi donc à faire la grève et à manifester. Pour beaucoup d'observateurs, on est dans une situation de bouillonnement, Djihad Halimi. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit nos relations avec le monde extérieur, mais surtout quand on parle de notre environnement, on parle de la France, on parle de l'Espagne, on parle aussi d'autres pays, les pays du Sahel, ce qui se passe en Libye, on parle aussi de notre relation avec le Maroc. Elle est aussi une relation anxiogène, si on peut dire, ou un environnement anxiogène. Et quand on voit ce qui s'est passé aussi en Venezuela, où beaucoup d'observateurs étaient choqués de la situation qu'a connue Venezuela ces dernières heures, mais aussi on se pose la question en tant qu'Algérien, on se dit, est-ce qu'on n'est pas très loin de ce scénario? Quel parallèle peut-on faire par rapport à cette situation ou à ce bouillonnement qu'on est en train de connaître, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur? En Algérie, comme un peu partout ailleurs dans le monde, il y a de la corruption, il y a de la mauvaise gestion, il y a de l'injustice par des degrés différents. L'injustice, il y en a ici au Canada aussi, la corruption, il y en a ici en France, il y a aux États-Unis, la mauvaise gestion aussi, il y en a un peu partout. Donc, c'est pas ça vraiment le problème principal chez nous. Le problème principal chez nous, c'est l'absence d'alternative. C'est que tant que ce régime est aux commandes, il y aura jamais la naissance d'une alternative crédible et qui est capable de prendre le contrôle du pays. C'est ça le problème le plus grave. Et c'est pour cette raison que on utilise la justice pour réprimer les droits et les libertés. Pour qu'une alternative voie le jour chez nous, il faut que les gens soient capables de s'exprimer leurs idées. Il faut qu'ils soient capables de travailler ensemble. Et une fois que leurs idées sont exprimées, deux personnes peuvent décider de travailler ensemble vu qu'ils ont une vision plus ou moins commune de l'avenir du pays. Donc, ils peuvent travailler ensemble dans une association, un syndicat ou un parti politique. Puis, une fois qu'ils ont travaillé ensemble, cette alternative-là ou ce groupe-là doit être capable de communiquer avec le peuple à travers ces médias libres qui reflètent l'opinion et l'opinion contraire. Puis, une fois qu'ils communiquent avec le peuple, ils doivent être capables de compétitionner pour pour gouverner d'une façon transparente et équitable à travers des élections libres et indépendantes. Donc, tout ça, c'est les revendications principales. C'est d'ouvrir le terrain pour que les gens puissent s'exprimer, travailler ensemble, montrer au peuple algérien différentes visions. Et c'est là exactement où est-ce que l'appareil sécuritaire et militaire, on instrumentalise la justice pour réprimer tout ça. C'est ça le point grave. Et on utilise toujours les mêmes personnes, les mêmes législateurs qui ont créé des législations apparemment dans le passé pour ouvrir, par exemple, l'économie et tout ça, qui ont failli, ils ont échoué. Donc, ça sert à rien d'ajouter de la législation. Le problème, c'est le législateur lui-même qui doit être remplacé. Et c'est toujours la même clique, il n'y a pas d'alternative et c'est ça le problème chez nous. C'est pour ça qu'on parle d'ouvrir le champ, de respecter les libertés et c'est pour ça que j'ai lu récemment un livre qui liste toutes les chartes ou manifestes politiques qui ont été faites par l'opposition depuis l'indépendance et tout le monde demande en premier lieu la réécriture de la Constitution. Et c'est là où ce que j'ai réalisé que
Le problème, c'est pas le texte de la Constitution, parce qu'on peut trouver dans la Constitution toutes ces libertés-là garanties. Le problème, c'est leur applicabilité. Le problème, c'est les lois qui vont priver les citoyens de pratiquer ces libertés garanties constitutionnellement. Donc, le problème chez nous, c'est un problème de pratique. Les textes sont là, ils sont plus ou moins corrects, mais le problème principal, c'est que il y a comme une bulle entre les textes et le réel, le vécu du peuple algérien. C'est ça vraiment sur le point sur lequel on doit vraiment se concentrer, sur lequel on doit travailler. Et c'est ce point-là qui mène l'Algérie vers ce mur-là. C'est les mêmes gens, les mêmes pratiques, et ça va donner les mêmes résultats, malheureusement. Reste avec nous, Djihad Halimi. Lies Djbaili, yani le problème d'alternative, a dit Djihad Halimi, les mêmes politiques vont nous amener au même résultat. Et on a vu ce qu'ils ont vécu d'autres pays. On va parler aussi du cas du Venezuela, Lies Djbaili. Mais Tebboune a parlé aussi du changement. Mais quel changement? C'est ça la question. On va l'écouter et je reviens à vous juste après. انطلاقا من التعهدات التي قطعناها وقطعتها على نفسي، عملت وما زلت أعمل بنفس العزيمة على خدمة الشعب والدفاع عن مصالح الوطن، ولن تثنينا عن غايتنا الصعوبات ولا مقاومة التغيير ولا التشويش في الداخل أو الخارج. Voilà. Lies Djbaili, yani, on est là pour servir le peuple et pour continuer donc ces politiques. Et personne donc nous va nous stopper ou nous arrêter ou nous influencer, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Mais quand je vous entends, la situation, bien sûr, on se dirige vers l'impasse. L'impasse parce qu'il y a des politiques qui ne peuvent pas fonctionner. On l'a vu, bien sûr, au début de cette année, ce mouvement de grève des transporteurs est pour beaucoup d'observateurs un signal, un signe aussi d'un malaise qu'il y a dans la société. Comment peut-on le lire, Lies Djbaili? Tout d'abord, le malaise social, c'est un phénomène courant qui existe dans tous les pays du monde, que ce soit aux États-Unis, en France, partout, en Belgique, en Italie, dans le Sud, ça existe, ce qu'on appelle des malaises sociaux, un malaise social. Généralement, c'est une maladie qui touche tous les pays du monde dès la rentrée de septembre, après la fin des vacances scolaires. Généralement, on va dire, dès la rentrée, il y a le malaise social. Tout le temps, les gouvernements, les États essayent de faire très attention, je veux dire, de faire passer des réformes, des réformettes. Mais le problème, ce n'est pas par rapport à nous en Algérie, le malaise social. Et le malaise social fait partie de la vie courante d'un pays, d'un peuple civilisé. Il n'y a pas le problème. C'est que notre pays, le seul changement, le seul remède, c'est la transition. C'est la transition. Vous savez que le seul remède, l'antidote, quand vous quittez progressivement des États de nature autoritaire, allez, je vais être un peu soft et light pour ne pas dire dictatoriaux, la solution, c'est la transition. C'est la transition. L'entrisme ne fonctionne pas en Algérie. L'entrisme, c'est ce qu'on appelle, ça a été inventé par les poujadistes. Dans certains pays européens, ça marche, mais dans notre pays, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous avez la main de fer de la police politique qui contrôle tout. Mais la corruption, dans d'autres pays, il y a la corruption. Mais chez nous, c'est dans la corruption dans des pays de nature autoritaire dictatoriale, elle est massive. En Europe, il y a la corruption, mais c'est une corruption mineure. Les institutions démocratiques européennes sont protégées. Il y a des pare-feux pour protéger les institutions, parce que le socle de la démocratie s'appuie sur des bases saines, sur des fondations sans poutre de redressement, pour qu'elles puissent donner l'élan vers un vrai État pays démocratique. Chez nous, Makench, quand vous parlez de la Constitution, je suis désolé, nous n'avons pas de Constitution. Moi, je ne cherche pas une Constitution et pour dire est-ce qu'il y a une applicabilité ou pas, parce que toutes les constitutions algériennes ont été conçues sur mesure
pour chaque personne qui arrive, qui prend les rênes de l'Algérie. La première constitution a été écrite le cinéma Le Majestic à Alger 63. Elle a été écrite entre 3-4 personnes. Après, vous avez vu un peu la chronologie de l'écriture de la constitution. Au temps de Bouteflika, elle a été changée plusieurs fois. D'ailleurs, Bouteflika, Allah yarhamou, il a dit « Je ne veux pas être 3/4 du président » parce qu'il voulait prendre le contrôle de tout et évincer la main de l'armée. En 2020, là encore une constitution qui est celle de Monsieur Tebboune, qui a été écrite par un juriste quand même de renom ou quelqu'un, mais quand même qui s'est fait piéger. C'est Monsieur Laraba qui a écrit la Constitution. Et l'article 30, qu'est-ce qu'il dit? L'article 30, c'est-à-dire que l'armée, elle a le droit, je veux dire, d'avancer, de prendre des décisions sans le Parlement, sans l'intervention des deux chambres, sans l'intervention du peuple. Donc, elle est où la démocratie? C'est une constitution qui n'est pas faite par mesure, intrinsèquement parlant, de par sa constitution, n'est pas faite pour une vision démocratique. Elle est faite, elle est moulue, elle est cousue pour faire passer des intérêts d'un régime qui est là, qui ne veut pas céder le pouvoir, qui ne cherche pas l'alternative. Moi, je me pose la question, quand le baril de pétrole va atteindre $40, et c'est ça la question qu'il faut se poser. El Mouradia doivent savoir si le baril il arrive à $40, avec une démographie galopante entre 650 000 et 800 000 par an. Et c'est ça la question. Et elle est où l'opposition? Toute l'opposition, elle est réprimée. Les partis d'opposition, les vrais 2 ou 3 qui restent du côté du peuple sont complètement harcelés. Les journalistes sont en prison. Elle est où? L'économie, c'est une économie dirigiste. C'est quoi la solution du pays? La solution du pays, ou il n'y a pas d'autre solution? Moi, je le dis, je le redis. C'est la transition, une période de transition. Regardez, même ce qui s'est passé au Venezuela. Même Chab, qui était avec Maduro, à chaque fois, il voulait ce qu'on appelle la transition. La transition, c'est quoi? Mais de façon pacifique et de façon progressive. Ce qui s'était passé au Soudan, c'était pas la transition, c'était l'entrisme avec certaines entrées de pays étrangers, mais la seule solution pour notre pays, il faut une transition, il faut une ouverture, une transition qui va aller sur 5 ans. On va pas passer notre vie à relater les faits d'actualité. Maintenant, il faut une revendication politique, c'est une exigence politique, le bled, pour le bien de notre pays, pour la conservation de l'intégrité territoriale du pays, parce que ce qui s'est passé au Venezuela peut arriver à d'autres pays. Je dis bien peut arriver à d'autres pays, parce que le pays est très grand, parce que le pays il est convoitise. Comment voulez-vous renforcer votre pays si l'unité, si il y a une scission, il y a une rupture entre le peuple et ses dirigeants? Le peuple ne fait plus confiance à son dirigeant. Prenez une personne du rural, il dit on va vous rajouter, il dit non. On va essayer de vous rajouter 200 dinars ou 300 dinars, il n'y croit pas. Parce qu'il sait, c'est des petites réformettes juste pour acheter la paix sociale. La paix sociale, il y a un coût, il y a un temps, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on va maîtriser le temps? Le temps ne pourra jamais le maîtriser avec ce qui se passe dans le monde. Est-ce qu'on va maîtriser les coûts? On ne peut pas maîtriser les coûts parce que nous sommes complètement à côté de la plaque sur le plan économique, sur le plan de la géopolitique et sur le plan aussi des réformes. Personne n'en veut de ce pays. Nous avons été refusés par les BRICS, nous avons été refusés par certaines institutions internationales, les institutions internationales financières qui nous guettent, nous avons du mal à réformer, nous avons des problèmes avec nos voisins, nous avons des problèmes avec la gestion du pays, la société civile, elle est complètement décimée. Où est M. Tebboune, il harangue des parlementaires comme ça. Moi, j'envoie un message aux parlementaires. Un parlementaire, par définition,
fil Parlement. Mais est-ce que de ces parlementaires, forcément, il y a des personnes qui sont aisées, il y a des personnes qui sont là juste pour il y a des gens qui ont été pistonnés, mais je pose la question rapidement, Nassa. Est-ce qu'ils sont conscients d'absorber et de gober le discours de M. Tebboune qui n'a ni tête ni queue, c'est ça. Très bien. Reste avec nous, Lias Djbaili. Nazim Taleb, le point qu'a soulevé Lias Djbaili est très pertinent, cette dichotomie ou cette rupture entre le pouvoir, et son discours, et le peuple et la réalité vécue. Expose l'Algérie à des dangers, bien sûr, et je pense que ça a été relaté par notre ami Lies parfaitement. Et quand on fait l'exemple du Venezuela, a soulevé beaucoup de questions, de similarités, si on peut dire, par rapport à la situation de notre pays. Et je pense, Nazim, tu as souvent soulevé le cas ou l'exemple du Venezuela, et on a vu ce qui s'est passé donc ces dernières heures. Quelle est votre approche ou votre lecture par rapport donc à cette situation? Bon, à titre liminaire, il faut dire quand même que ce qui s'est passé au Venezuela, c'est inadmissible, inacceptable d'un pays comme les États-Unis qui se croit permis d'aller dans la chambre à coucher d'un dirigeant et l'enlever comme il l'a enlevé. Ça doit être clairement condamné. Mais encore une fois, on voit que aujourd'hui, tout ce qui est droit international, les organisations qui ont été créées suite à la Deuxième Guerre mondiale pour justement que chacun n'agit pas comme un voyou, comme un western, finalement, il est foulé aux pieds par les puissances eux-mêmes qui les ont créées. Bon, donc ceci étant dit, concernant Maduro, au fait, c'est tout simplement le miroir de nos pays, et notamment l'Algérie, puisqu'on parle de l'Algérie. C'est des discours populistes, fleuves, que la réalité des Vénézuéliens ne percevaient pas parce que c'était une toute autre réalité. Rappelons que la dernière crise du Venezuela a vu 1,5 million de réfugiés économiques aller dans les pays limitrophes, y compris aux États-Unis d'ailleurs. Et vous avez un pouvoir qui est militaire, puisqu'il se base sur le militaire, qui est venu par un coup d'État à l'époque de Hugo Chavez. Hugo Chavez, pour la mémoire, il avait fait un coup d'État en 1994, il s'est retrouvé en prison, il a retenté le coup, et là, par la voie des urnes, mais il s'est accaparé le pouvoir, et depuis, on est dans le populisme, dans la faute c'est à l'autre, et finalement, quand la force Delta est venue le récupérer ou l'enlever de sa chambre, il n'y a personne qui a levé le petit doigt. Encore une fois... On a vu même des Vénézuéliens, Nazim Taleb, sortir dans les rues et même, si on peut dire, être content de cette nouvelle situation. Bon, il ne faut jamais être content d'une intervention étrangère, parce que ces gens-là qui vont applaudir, c'est les mêmes qui ont applaudi la chute de Saddam, et on a vu ce que ça a donné la chute de Saddam. C'est le gouverneur Bremer qui a donné le pétrole, le gaz, il a démantelé tout ce qui est l'institution de l'État, et ça a donné l'Irak avec je ne sais pas combien de millions de morts. Donc il ne faut pas se réjouir d'une intervention étrangère. Moi, pourquoi je dis ça, c'est pour l'exemple, pour que nos dirigeants... Parce qu'ils ont deux solutions. Soit ils voient Maduro enchaîné, ils prennent peur, donc, excusez-moi du langage, ils baissent le pantalon devant les États-Unis et ils leur donnent tout. Et rappelez-vous, le ministre des Affaires étrangères l'a dit, the sky is the limit. C'est-à-dire que la position politique algérienne s'affaiblir concernant le Sahara, concernant Gaza, où elle a finalement voté alors que la Russie et la Chine se sont abstenus. Donc, on voit que le régime algérien sent le danger, ou du moins la menace de cet État, de ce régime de Trump et consorts, qui fait peser sur les États faibles. Donc, soit
il déroule le tapis à Trump et à tout le monde, soit il réalise que rester faible, ne pas avoir d'institution, et surtout ne pas avoir de légitimité, c'est-à-dire avant la transition, constitution, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne, les lois, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne, il faut déjà revenir à la légitimité. Shari'a, c'est le peuple qui fait votre force. La force Delta a fait en 2 heures ce que la force Delta n'a pas fait en 2 ans, Gaza. C'est ça la réalité, c'est le peuple qui vous nourrit, c'est le peuple qui vous protège, c'est le peuple qui vous donne de la force. Donc quand vous avez un régime aussi affaibli comme le régime algérien, quand vous avez un régime où il y a 70% de généraux qui sont en prison, où vous avez un régime qui est où il respecte lui-même pas les institutions. Encore une fois, regardez juste les augmentations de diesel et de gasoil qui n'étaient même pas prévues par la loi de finances. Quand vous avez un régime où vous avez sur 5 ou 6 ans 7 directeurs de services de renseignement intérieur, 7 ou 6 ou 7 qui se sont succédés sur le renseignement extérieur, aucune stabilité. Ça, il faut aussi le dire. Ça, c'est un symptôme dangereux de l'instabilité de l'État algérien. Quand vous avez un turnover aussi important au niveau des ministères, vous avez des turnovers aussi au niveau des directeurs centraux, sur des quand même des départements qui sont quand même névralgiques pour un pays. Là, à un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte, aussi bien en Algérie, mais ça, c'est pas que l'Algérie, c'est toute la région, notamment la région des pays dits arabo ou berbéro-arabes. Parce que le tour va venir sur tout le monde. C'est l'Algérie, c'est le Caire, aujourd'hui c'est la Turquie. Le danger guette tous les pays qui se trouvent faibles, qui n'ont pas la légitimité populaire pour affronter des puissances qui deviennent de plus en plus primaires, qui affichent grandement, sans scrupule, que finalement leur but c'est de récupérer le pétrole et enrichir leur propre population, comme si c'était, en fait, c'est du vol. Du vol, je dirais, institutionnalisé, mais même pas institutionnalisé, c'est du vol. Je viens, je prends votre pétrole et j'enrichis les siens, les miens et ma population, et vous pouvez crever la dalle. Parce qu'on oublie que le Venezuela, pendant 70 ou 80 ans, le pétrole était exploité par les Américains, les sociétés américaines. Et à ce moment-là, vous aviez 2 sur 3 Vénézuéliens qui n'arrivaient même pas à se nourrir correctement ou avoir un accès à la santé. Vous avez un taux d'analphabétisation qui était important. Vous aviez un revenu qui était les pâquerettes. Donc, le Venezuela, quand le pétrole était exploité par des sociétés américaines, c'était la pauvreté. Alors, c'est vrai, encore une fois, Chavez est venu par un coup d'État. Du moins, la première fois, il a profité des élections pour devenir président, mais à un moment donné, il a fait un coup d'État, il a aussi changé les constitutions et regardez le résultat. Et c'est vrai qu'il a fait des mesures très sociales pour bénéficier au plus grand nombre, mais encore une fois, c'est la méthode qui n'était pas bonne, parce que sur le long terme, un régime qui n'a pas de légitimité populaire, à un moment donné, perd tous ses atouts et il devient complètement isolé. Et on l'a vu comment Saddam a chuté, comment Kadhafi il a chuté, comment Maduro il a chuté. Et c'est le cas de tous les futurs présidents qui n'ont aucune légitimité, si ce n'est la légitimité de quelques puissances occidentales. Et encore une fois, ça c'est normalement, et je finirai dessus, ça devrait être vraiment un signal d'alarme pour nos régimes, et notamment le régime algérien, pour dire il faut que ça change. Parce que s'il ne change pas, et qu'il ne revienne pas à la population, qu'on ne revienne pas à la légitimité populaire, qu'on ne reconstruise pas l'Algérie avec des institutions fortes, etc., eh ben, la deuxième solution, c'est faire face à des régimes prédateurs. Je dis bien prédateurs, parce qu'il n'y aura pas demain les États-Unis, mais vous aurez demain la Chine, vous avez les pays européens qui s'arment de plus en plus, qui dépensent de plus en plus pour l'armement et qui affichent également leur volonté expansionniste. Et ça, encore une fois, si on reste un régime faible, malheureusement, vous pourriez dire que
malheureusement en voir à l'Algérie, hein, telle qu'on la connaît du moins. Restez avec nous, Nazim Taleb. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Djihad Halimi, yani cette instabilité, ce constat qu'a fait aussi, cette instabilité au niveau de nos institutions et surtout l'institution sécuritaire ces dernières années, mais aussi Nazim Taleb a parlé de la légitimité et on se rappelle très bien de cette tentative de coup d'État en Turquie en 2016. C'était grâce au peuple qui a avorté donc ce coup d'État. Quel parallèle peut-on faire avec ce qui s'est passé en Venezuela, Djihad Halimi, alors que Tebboune a reçu le président Maduro, qui est donc en captivité maintenant aux États-Unis. On va regarder ces images et je reviendrai à vous juste après. أقول جمهورية فنزويلا التي نتقاسم معها رصيدا ثريا من العلاقات التاريخية، علاقات طبعها الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعن حقوق الشعوب في الحرية والتنمية، عن الرواسب الموروثة عن عهد الاستبداد والاستغلال والظلم. فنزويلا والجزائر تشتركان في نضال شعبيهما من أجل الحرية ومناهضة الظلم والاستعمار. Voilà, Maduro a été reçu donc à Alger. Les déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune. Très rapidement, Djihad Halimi, yani, Nazim Taleb a parlé de signal fort pour le pouvoir en place en Algérie, pour essayer donc de s'ouvrir, pour essayer donc de ne pas tomber dans les mêmes erreurs de ces pays. Qu'est-ce qu'on peut dire? Premièrement, je ne sais pas qu'est-ce que les affaires étrangères algériennes ont déclaré suite au kidnapping du président vénézuélien, de la façon comment les États-Unis l'ont fait. Tout ce que j'ai vu, c'est l'annonce à la télévision, où est-ce qu'ils ont dit c'est une arrestation alors que c'est bel et bien un kidnapping. C'est un non-respect flagrant du droit international. Donc cette solidarité-là, c'est pas les discours, c'est à ce moment-là que ça doit se voir entre nos dirigeants et les dirigeants du Venezuela. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui, effectivement, la légitimité populaire, c'est la première et ta dernière ligne de défense. C'est la plus grande ligne de défense d'une autorité dans un pays. Oui, c'est vrai, on l'a vu en Turquie. Et en passant, j'étais là quand ça s'est passé, malheureusement. Et on l'a vu à Gaza. C'est 2 ans, effectivement, chez Ligal ou Nazim. 2 ans, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont pu faire au Venezuela. Mais d'après le déroulement des événements, ça indique que oui, il y avait de la pression militaire, mais ça prouve qu'il y a eu une forme de dialogue, d'entente avec les forces de sécurité au Venezuela, ou est-ce que peut-être pour éviter un bain de sang, ils leur ont donné leur président, mais tout ça c'est hypothétique. Mais effectivement, le président du Venezuela a été élu d'une façon, il s'est proclamé vainqueur alors qu'ils ont déclaré des pannes informatiques. On sait qu'il a beaucoup d'opposition dans son pays. Je ne suis pas surpris par les réactions immédiates, mais encore une fois, c'est un événement surprise et la suite des choses va nous indiquer le niveau de popularité de ce régime-là. Et aussi, oui, c'est vrai, ce qui s'est passé au Venezuela peut avoir des conséquences graves sur l'économie algérienne, entre autres, parce que si les gens commencent à pomper du pétrole, le prix va baisser. Mais encore une fois, déloger le président, c'est une chose, gérer le pays, c'est complètement une autre chose. Donc, on va voir le niveau de résistance à ça. Mais effectivement, le retour toujours, c'est la légitimité. Et je termine sur ce point-là, c'est que là, ils ont annoncé un dialogue en Algérie. Malheureusement, avec ce régime, mes attentes sont vraiment proches de zéro.
Je pense qu'ils vont organiser un dialogue entre toujours les mêmes acteurs. Ils vont ramener les caméras pour filmer, puis ils vont pas soigner les sources des différents symptômes du problème de notre pays. Et ça sera encore une autre occasion ratée. Moi, je suis prêt à travailler avec quiconque tant que les libertés individuelles, collectives sont garanties. L'indépendance de la justice est un point dans l'absolu, il est utopique, mais j'exige en tant que militant, citoyen, une prévisibilité dans l'application de la loi pour arrêter l'arbitraire, pour permettre aux gens de travailler, de constituer des alternatives. Voilà, Khoya. يعطيك الصحة جهاد حليمي. Désolé parce que le temps nous presse. Très rapidement, Lias Jubaili, yani, quand on voit ce qui s'est passé donc, au Venezuela, quel impact sur notre pays, mais aussi l'urgence de faire une ouverture ou de ce que vous avez appelé aussi une transition, elle est là aussi. La question se pose, c'est que le monde est en train de changer avec brutalité et on n'a pas le droit à l'erreur. Très rapidement, Lias Jubaili. ما ناش نسمعوا فيك لياس. Allô? Oui, là, تفضل. Là, on vous entend très bien. Voilà, donc le Venezuela est un pays parmi les pays les plus riches au monde qui possède l'un des plus beaux boulevards au monde de Caracas, quasiment en marbre de Carrare. Mais malheureusement, ceux qui l'ont dirigé, et surtout depuis l'arrivée en 2013 de Maduro, complètement, il a poussé à la faillite, à la pauvreté, hyperinflation, pénurie, fraude électorale en 2018-2024, corruption qui était quand même qui organisée. Et il faut dire, voilà, mais soi-disant la révolution bolivarienne, le peuple, un tiers de sa population a fui aux États-Unis, en Angleterre, et quand même, il y a 500 000 de Vénézuéliens ici en France. Donc, toute l'élite vénézuélienne, elle est partie, elle a quitté le pays avec ce beau potentiel. Ils ont détruit le pays, ils ont laissé donner l'occasion, l'opportunité aux Américains de s'accaparer de leur pétrole. Je rejoins Nazim, c'est normal, je condamne, je dénonce et je condamne ce qu'on appelle la violation d'un État souverain, mais c'est pas pour autant soutenir le régime de Maduro qui est responsable de son pays, ainsi que son épouse aussi, elle est responsable, c'est parce qu'elle a été installée par Chavez depuis 2010, c'est quasiment, on va dire, c'est la petite Essaba qui un petit peu lancé des slogans populistes bolivariens pour prendre le pouvoir. Dommage, c'est que Maduro, il aurait pu accepter la transition quand un membre de l'opposition, un jeune, a gagné les élections, il a poussé vers l'exil et maintenant, il a été kidnappé. Son pays, il va subir le vol à ciel ouvert. Très bien. Voilà, donc, c'est des similitudes ou pas. En tout cas, c'est pas juste pour vous dire, regardez le communiqué de la présidence. Même M. Tebboune ne parle pas de capture, il parle d'arrestation. Ça veut dire que les termes sont très mesurés et pour ne pas heurter l'angle Sam, parce qu'à tout moment, il peut être un collimateur. Merci à vous. Très bien. Je vous laisse le mot de la fin très rapidement, Nazim Taleb. Non, encore une fois, on risque de me répéter parce que je vais pas répéter ce qui a été dit par vos invités. Moi, encore une fois, la leçon la plus importante dans la chute de Maduro et la rapidité de sa capture. Pour moi, c'est un kidnapping qui est contraire à tous les droits internationaux qui ont été ratifiés, signés par tous les États. Ça prouve qu'un État qui est illégitime, qui n'a pas de légitimité populaire, c'est un régime qui est faible, qui peut être détruit, qui peut s'effondrer en quelques secondes, quelques minutes, comme on l'a vu encore une fois en Irak, en Libye, au Yémen, en Syrie, en Venezuela.
Encore une Merci. fois, ça, j'espère que ce message, c'est vrai que je ne partage pas, je partage aussi le pessimisme de Jihad. C'est vrai que ce régime, je ne crois pas qu'il va aller vers, mais on l'espère, on est encore une fois des résistants, des opposants qui sont constructifs. On espère, en tout cas, que ce régime va entendre raison et de sauver l'Algérie. Parce que c'est pas nous qui sommes à l'étranger, alhamdoulilah, on vit bien, mais c'est surtout pour le sort de nos concitoyens et le sort aussi de ce beau pays, le pays qui a vu tant de malheurs ces derniers siècles. Yartek Saha. Merci beaucoup Nazim Taleb. On est arrivé à la fin de cette deuxième partie. Je remercie donc mes invités, Lias Jubaili, qui est avec nous depuis Paris. Merci aussi à Nazim Taleb, Jihad Halimi, qui était avec nous depuis Montréal, et Maître Salah Debbouz, qui était donc dans cette première partie, qui était avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous, chers téléspectateurs. Yartekum Saha ou Bqaw ala khair.